bienvenue sur la panafricaine Médian. C'est toujours avec ce même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Un numéro consacré à la transition énergétique de l'Afrique et au financement de cette transition. Cette transition énergétique vise à transformer un système énergétique pour diminuer son impact environnemental. Elle symbolise l'ensemble des transformations du système de production, de distribution et de consommation d'énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique. C'est dans ce cadre que le continent a amorcé depuis plusieurs années sa transition énergétique, soutenue en cela par des financements provenant de partenaires internationaux. Ces dons et autres prêts contribuent ainsi à limiter les avantages financiers des acteurs africains et alourdit également le poids de la dette publique. Quelle contribution du financement étranger dans la transition énergétique du continent africain? Comment ces financements alourdissent-ils la dette publique africaine? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous restons avec cette transition énergétique, mais pour parler aujourd'hui des alternatives à son financement. Le continent africain subit depuis plus en tout cas les effets du changement climatique, bien que ne contribuant qu'environ 4% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui impacte durement les sociétés et économies africaines et les rendent vulnérables aux risques climatiques. Aussi, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité et 1 milliard n'ont pas de cuisine propre. Pourtant, l'Afrique dispose d'une importante réserve de ressources naturelles et d'atouts considérables pour financer sa transition énergétique. Comment miser sur ce potentiel énergétique de l'Afrique comme alternative au financement de sa transition? Comment ces modèles peuvent également renforcer les économies locales et garantir la souveraineté énergétique des pays africains? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Mohamedou Fadel Diop, vous êtes chargé du programme Justice sociale à Oxfam. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir de vous rejoindre sur ce plateau. Et plaisir partagé. En face de vous, vous partagez le plateau avec M. Saliou Samb. Vous êtes également chargé de programme à Terangalap. Merci également d'avoir répondu présent, Saliou, à notre invitation. Merci Daouda, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission et de le partager avec notre collègue Fadel. Merci. Et je reste d'ailleurs avec vous, Saliou, depuis plusieurs années. Je le disais en introduction, la transition énergétique est en marche en Afrique. Plusieurs pays ont beaucoup misé d'ailleurs sur les énergies renouvelables et autres énergies vertes. D'abord, quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de cette transition énergétique amorcée depuis plusieurs années sur le continent? Bon, pour parler de la transition énergétique au niveau du continent, il faudrait un peu contextualiser. Parce que quand on parle de transition énergétique, on va vers des solutions beaucoup plus durables, vers des solutions vertes. Et ces solutions vont nécessiter des financements pour essayer de les matérialiser. Et qui parle de financement aussi, dit un certain nombre de coûts très élevés parce que ce sont des projets à grande envergure que l'Afrique aura besoin pour au moins marquer son empreinte dans cette transition énergétique. Et le contexte au niveau de l'Afrique actuellement, c'est que l'Afrique est à une situation de tête croissante. Les pays africains sont très endettés. Et lorsqu'on évoque la transition énergétique et qu'on parle de financement qui va nécessairement dépendre de prêts concessionnels, cela va impliquer nécessairement des questions et des craintes au niveau de certains États. Parce que les pays africains, comme je l'ai dit, sont très endettés. Si leur transition devrait être financée de par des prêts inconcessionnels ou bien concessionnels qui vont favoriser davantage leur dette, cela va impliquer davantage l'appauvrissement de ces pays. Et on reviendra tout à l'heure sur comment aujourd'hui ces financements contribuent à alourdir la dette publique de ces pays africains. Mais on reste aussi avec la question de la transition énergétique et son financement. Quelles sont les opportunités aujourd'hui et obstacles liés à cette transition-là? Les opportunités, c'est de permettre à l'Afrique d'atteindre l'accès universel à l'électricité, bien à l'énergie. Parce qu'à travers la transition énergétique, on peut développer de nouvelles sources d'énergie qui sont beaucoup plus abordable parce que l'Afrique est un continent qui regorge de ressources, de potentiel énergétique. Comme on parle d'énergie renouvelable, l'Afrique en détient beaucoup. Le potentiel énergétique solaire en Afrique, cela dépasse tous les autres continents en termes de ressources. Donc ça, c'est un atout pour l'Afrique. Si l'Afrique
amener ou bien arriver à financer son propre transition énergétique, cela accentuerait à ce que l'accès universel à l'énergie serait beaucoup plus atteint en Afrique. Mais les avantages, de même que les inconvénients par rapport à cette transition, le problème majeur, c'est le manque de financement. L'Afrique a des ressources, certes, mais son principal problème, c'est le financement. Comment l'Afrique peut faire pour disposer des financements nécessaires pour essayer de financer sa transition énergétique? C'est là-bas où se trouve le problème. Et sur ce, la plupart, on est tenté d'aller vers le financement étranger, de s'endetter, et cet endettement-là va avoir des répercussions sur le niveau de vie au niveau national ou bien des populations et directement sur les communautés. Donc, le problème majeur de ce financement énergétique ou bien de cette transition énergétique, c'est l'endettement et la dépendance criarde de l'Afrique vis-à-vis de l'étranger pour essayer de financer sa transition énergétique. Et après Saliou Mbeng Fadel, j'en viens à vous. Cette transition également, il l'a dit tout à l'heure, ça nécessite des moyens financiers, d'où le recours de ces pays africains à des capitaux étrangers. Il l'a rappelé également, et ce qui fait que ce modèle aujourd'hui de financement de notre transition est fortement dépendant de ces capitaux privés ou publics, même étrangers. Que vous inspire aujourd'hui ce modèle actuel de financement de la transition de l'Afrique? Alors, rebonjour, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la transition énergétique. Le fait que nous dépendons du financement international pour financer les politiques publiques en Afrique, ça se retrouve dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, les pays africains, le Sénégal en particulier, ne possèdent pas les ressources domestiques nécessaires pour financer leur propre développement. C'est pour ça que nous avons recours à des institutions comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, comme d'autres prêteurs du secteur privé, pour pouvoir faire des choses, réaliser des infrastructures, construire des écoles, construire des ponts, etc. Mais ce qui est particulier lorsqu'on parle du financement de la transition énergétique, c'est que ça se fait dans un contexte. Et j'aime souvent revenir à ce contexte-là lorsqu'on parle de transition énergétique, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de crise climatique. On entend parler plusieurs fois de transition, on entend parler de la transition énergétique, de la transition agroécologique, de la transition industrielle, de plein de transitions. Mais pourquoi doit-on transiter? Vers où allons-nous? D'où venons-nous? Et pourquoi devons-nous y aller? Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, le monde subit une grave crise climatique. Vous en avez parlé dans votre introduction. Et justement, même par rapport à cette grave crise climatique que subit le monde, l'Afrique subit autant également et subit plus même les effets de ces changements climatiques-là. Et pourtant, l'Afrique ne contribue aux émissions mondiales qu'à hauteur de 4%. Est-ce que cela ne devrait pas même appeler aujourd'hui à revoir même ce modèle-là? Oui, et c'est étroitement lié avec la question du jour, le fait que l'Afrique contribue très faiblement au changement climatique, mais pourtant emporte la responsabilité, faire face aux menaces du changement climatique et doit trouver des ressources pour financer la lutte contre la crise climatique, fait qu'aujourd'hui nous devons avoir une discussion globale au niveau international pour dire, voilà, qui doit financer en réalité toutes les mesures qu'on doit prendre pour faire face à la crise climatique. Et les menaces que subit l'Afrique, que subit des pays comme le Sénégal, se manifestent dans plusieurs secteurs, on l'a dit, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des transports, mais aussi dans le secteur de l'énergie. Et donc, lorsqu'on se demande comment on doit faire face à la crise climatique, on se demande comment on doit faire face à cette crise dans le secteur de l'énergie. Mais cela existait, Fadel, mais aujourd'hui, derrière ceux qui étaient chargés de financer n'ont pas respecté. Je ne parle pas de la transition énergétique plus particulièrement, mais plus globalement aujourd'hui de la compensation de ces pays-là qui subissent les pertes par rapport aujourd'hui aux effets du changement climatique. Il y avait eu les 100 milliards aujourd'hui promis par les pays développés qui sont également ces pays grands pollueurs, mais jusqu'à présent là même, la moitié de ce montant aujourd'hui peine à être atteint. Est-ce que cela même ne constitue pas aussi un problème? Oui, c'était une des principales, on va dire, mauvais résultats de la dernière COP, la COP 29 qui a été organisée en Azerbaïdjan, qui devait être la COP de la finance. Beaucoup de pays africains tablaient sur $1 trillion qui devait être mobilisé pour financer
En réalité, les réponses au changement climatique, ça a été très décevant. Mais avant cette COP, je pense que pour les engagements du nouvel objectif quantifié, c'est le terme technique qu'on utilise pour dire le nombre de montants qui doit être utilisé pour financer la réponse à la crise climatique, était de 100 milliards, comme vous le dites, et il a été faiblement mobilisé. Et aujourd'hui, on est en face d'une autre crise avec la suspension ou bien la réduction de l'aide au développement qui a été initiée par le gouvernement américain et qui fait des émules partout en Europe. Donc on est vraiment dans une crise du financement en ce moment et c'est dans ce contexte-là qu'on parle du financement de la transition énergétique. Une crise du climat qui malheureusement risque d'être également accentuée puisque vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis. On a également le retrait aussi des États-Unis de l'accord de Paris. Un retrait aujourd'hui qui va être effectif en principe à la prochaine COP puisqu'il faut un délai aujourd'hui d'1 an pour que ce retrait-là soit effectif. Mais le président Donald Trump également avait procédé de la même façon lors de son premier mandat. Et j'en reviens à vous, Saliou. Quelle contribution aujourd'hui du financement étranger à cette transition énergétique de l'Afrique? Les financements étrangers, comment est-ce qu'ils contribuent aujourd'hui à ce financement de notre transition? Bon, au Sénégal, je dirais que la majeure partie des projets qui sont en lien avec la transition énergétique sont des projets qui sont financés par l'étranger. La majeure partie de ces projets sont financés par l'étranger et ces financements obéissent à des critères qui sont très très rigoureux. Et c'est vraiment des fois un fardeau pour nos pays d'essayer d'intégrer ces genres de financement pour réussir carrément leur transition énergétique. Parce que tantôt on parle de transition énergétique, mais ce qui est à rechercher réellement, c'est de parler de la transition énergétique juste. Parce que quand on évoque le mot juste, il y a certains paramètres à tenir en compte. Parce qu'on ne peut pas prendre certains projets pour essayer de financer notre transition et par contre venir appauvrir les Africains. Donc du coup, à travers la transition énergétique... Donc cette transition énergétique doit rimer également avec le respect de la justice sociale et de l'équité. Effectivement, ça ne doit pas venir renforcer les disparités sociales qui existent au niveau du continent africain et au niveau de nos sociétés. Donc que cette transition énergétique ne vienne pas nous servir d'un nouvel système néocolonial où les pays développés vont nous servir leur propre technologie et nous rendre dépendants d'eux. Donc nous voulons que cette transition énergétique puisse être quelque chose qui ne va pas défavoriser l'Afrique vis-à-vis du monde extérieur. Et qui ne va pas défavoriser l'Afrique, vous le disiez tout à l'heure. On a constaté également que la plupart, en tout cas, de ces montants-là, pour financer la transition énergétique du Sénégal ou d'autres pays africains, une bonne partie, en tout cas, constitue des prêts, même si c'est à des taux concessionnels. Donc, au-delà du Sénégal aujourd'hui, comment ces financements étrangers de la transition énergétique alourdissent-ils davantage sur le continent africain aujourd'hui la dette publique de ces pays? Comme vous l'avez dit, avec l'image du Sénégal, où à travers le JETP, nous avons 69,2% de dette par rapport à l'accord du JETP. Les 69,2% là sont des prêts concessionnels. J'imagine que c'est le cas avec l'Afrique du Sud qui a eu à bénéficier d'un JETP pour essayer de financer sa transition énergétique. Donc du coup, c'est ce financement-là, ou bien cette dépendance vis-à-vis du financement étranger, alourdit ou bien reste une pression notoire sur les pays africains. Parce que l'Afrique ne peut pas financer sa transition, comme je l'ai dit, avec des ressources extérieures. Parce que nous avons des ressources, des matières premières abondantes qui existent, même si on a besoin des financements pour essayer de transformer nos ressources en termes de technologie qui va nous accompagner par rapport à cette transition. Mais le fait de recourir à l'investissement étranger par rapport à des mécanismes qui n'aident pas le développement de l'Afrique, cela pose problème. Donc pour nous, ce qui est mieux pour l'Afrique, c'est de négocier ces contrats pour essayer de voir ce qui va aider l'Afrique à sortir de cette transition énergétique, ce qui va aider l'Afrique à accéder à l'accès universel à l'énergie, tout en acceptant peut-être des financements étrangers qui ne vont pas mettre au devant
leurs propres intérêts, mais plutôt de mettre au devant les intérêts nationaux des pays africains. Et vous aviez parlé tout à l'heure également d'un autre point assez important, c'est également comment ces financements étrangers-là aujourd'hui alourdissent-ils également cette dette publique. Vous avez abordé un autre point, à savoir le jet puis dont bénéficie le Sénégal depuis 2023. Et Fadel, j'en viens à vous, je le disais tout à l'heure, le Sénégal fait partie des pays aujourd'hui qui bénéficient aujourd'hui du JETP pour un financement de 2,5 milliards d'euros pour développer des infrastructures énergétiques propres et atteindre un objectif de 40% de mix énergétique aujourd'hui. Dans le long terme, ce JETP est financé par l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada. Comment aujourd'hui un tel mécanisme aujourd'hui renforce davantage ou bien alourdit davantage cette dette publique, puisqu'il l'a rappelé, près de 70% aujourd'hui de cet argent-là accordé au Sénégal constitue un prêt. Écoutez, je vais répondre à votre question, mais je pense qu'il faudrait faire une ou deux mises en garde bien avant cela. La première chose, c'est que nous avons besoin des prêts, nous avons besoin de l'appui de partenaires internationaux pour financer notre secteur énergétique, pour financer le développement. Et je pense que dans ce sens-là, il faut encourager les initiatives telles que le JETP. Le JETP, ça veut dire le partenariat pour une transition énergétique juste. Et remercier tous ces partenaires-là, tels que l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne, qui nous accompagnent dans nos efforts et dans la volonté du gouvernement de construire un avenir durable pour sa population et pour les générations futures. Ça, c'est la première mise en garde. La deuxième, c'est que même si on a besoin de ce financement extérieur-là, il faut quand même faire attention. Saliou le disait tout à l'heure, il y a des logiques néocoloniales qui sont à l'œuvre dans la géopolitique mondiale à l'heure actuelle et il ne faudrait pas être aveugle face à ces logiques néocoloniales-là. Nous avons vu durant les dernières décennies, et peut-être la période la plus fameuse est la période des politiques d'ajustement structurel où on a vu beaucoup de facilités qui semblaient être encourager le développement des pays africains et qui n'ont fait que l'appauvrir davantage. Donc, il est tout à fait normal que même si on a besoin d'aide extérieure, que les populations africaines, que les populations sénégalaises soient vigilants pour voir quel est ce type d'aide qu'on reçoit de l'extérieur et comment il peut nous permettre de favoriser ce que nous voulons. Aujourd'hui, dans l'agenda de transformation nationale, on parle de développer un pays... Fadel, ce que vous êtes en train de développer, est-ce un appel aujourd'hui à, oui, pour ces financements, mais plus aujourd'hui de dons et moins de prêts, ou bien? Je pense que c'est une chose. Je pense que la question est très complexe, mais le fait d'appeler à des dons, comme vous le dites, c'est une position qui est importante parce qu'il est dit dans le JETP, la part de subvention est très légère, moins de 7% de subvention. Ensuite, il y a des prêts concessionnels, mais même s'il y a des prêts concessionnels, il y a des prêts qui ne sont pas concessionnels. Donc, il faudrait, et on en revient à la question de la crise climatique, que les pays pollueurs, ceux qui ont développé des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à ce qu'on rencontre la crise climatique, prennent des responsabilités pour financer davantage des choses comme la transition énergétique avec davantage de subventions plutôt que des prêts. Et on reste sur ce point-là, à savoir cette transition énergétique des pays africains qui est souvent basée sur un modèle de financement des producteurs indépendants d'électricité appelé IPP, détenu par des étrangers, nous le répétions ou bien nous en parlions en tout cas depuis tout à l'heure, qui s'appuie sur le financement par la dette et des mécanismes publics également, des réductions des risques tels que les garanties souveraines et les contrats d'achat d'électricité PPA. Comment aujourd'hui un tel modèle met-il plus en avant, en tout cas met-il les pays dans les engagements financiers à long terme qui privilégient plus aujourd'hui les investisseurs que les acteurs nationaux qui bénéficient de ces financements-là? Alors oui, c'est une réalité qui est là, une réalité dont vous avez fait le constat et que nous constatons et pour laquelle nous devons trouver des solutions. Alors il est normal que lorsque quelqu'un supporte la charge d'un investissement dans un projet, qu'il supporte aussi davantage, qu'il puisse tirer davantage bénéfice du risque qu'il a entrepris. Et dans ce sens-là, il est normal que les investisseurs qui investissent dans le pays comme le Sénégal puissent
trouver du profit. Cependant, ce qu'on constate dans plusieurs de ces projets-là, c'est qu'ils favorisent le secteur privé international au détriment du secteur privé local. Aujourd'hui, ce pourquoi nous faisons le plaidoyer, c'est que le contenu local soit davantage encouragé, qu'il y ait davantage d'entreprises du secteur privé national qui puissent être impliquées dans la transition énergétique, que ce soit dans la production d'équipements, que ce soit dans l'opération, dans la maintenance des infrastructures. Il y a de la place pour tout le monde et nous voulons que tout le monde occupe cette place-là. Et selon vous, Saliou, comment aujourd'hui davantage impliquer en tout cas ce privé local dont parle Fadel? Comment davantage les impliquer aujourd'hui dans cette transition énergétique de leurs pays respectifs? Bon, moi, je le rejoins à 100% parce que je dirais que le financement de la transition énergétique devrait être endogène. On doit impliquer davantage le secteur privé parce que c'est eux qui maîtrisent le mieux le terrain. Donc, si on veut développer notre pays, si on veut aussi réussir notre transition énergétique, mieux vaut outiller le secteur privé sénégalais ou bien africain dans sa globalité pour qu'il puisse postuler ou bien qu'il puisse dérouler des projets qui seront en adéquation par rapport à les attentes au niveau du terrain. Parce que le secteur privé aussi, si on renforce leurs capacités, cela sera bénéfique à nos États. On devrait avoir des mécanismes de financement qui leur permettraient de postuler sur des projets à grande envergure par rapport à la thématique de la transition énergétique. Je pense que le secteur privé devra jouer un rôle crucial par rapport à notre transition énergétique, au lieu de favoriser les par rapport à cette transition énergétique, on le rappelle également depuis tout à l'heure, l'Afrique dispose d'importantes ressources et également de potentiels énergétiques. Comment aujourd'hui ces potentiels africains aujourd'hui peuvent contribuer en tout cas ou bien peuvent constituer des alternatives aujourd'hui au financement de cette transition énergétique, c'est-à-dire ce financement endogène-là de notre transition? Bon, ces ressources peuvent participer au financement de notre transition au cas où, si l'on prend l'exemple du Sénégal. Actuellement, le Sénégal est dans une logique d'exploiter ses ressources gazières. Si ces ressources gazières, les revenus qu'on aura de cette exploitation pourraient nous servir à financer notre transition énergétique, ça serait une bonne chose. Donc, mieux vaut, dans cette optique, appliquer cette démarche au niveau de tous les pays africains parce qu'ils ont de la ressource, ils ont de la matière. Que cette exploitation de ces ressources-là leur permette de financer leur propre transition énergétique. Je pense que ça pourrait constituer pour eux une alternative pour financer leur transition énergétique. Et avant qu'on termine, Fadel, vous, comment aujourd'hui ces ressources africaines peuvent constituer une alternative au financement de la transition? Alors, je rejoins Saliou, hein, c'est peut-être l'un des points les plus importants, c'est la fiscalité. Il faut qu'on puisse réfléchir à une fiscalité progressive qui puisse être dédiée au financement de la transition énergétique. Parce que, je le rejoins dans son constat, le principal problème que rencontre le secteur privé national, c'est qu'il n'a pas accès aux mêmes opportunités de financement que d'autres entreprises sur le plan international. Donc, il faudrait qu'on puisse créer un cadre législatif, réglementaire, fiscal qui puisse favoriser l'engagement de ces... un écosystème favorable aujourd'hui à l'engagement aujourd'hui de ces privés nationaux, également développer des alternatives au financement de la transition énergétique du continent. Ce sera d'ailleurs la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Et Fadel, l'Afrique abrite des réserves considérables de minéraux essentiels pour les technologies à faible émission de carbone, comme le cobalt et le manganèse, un ensoleillement également sans précédent, des vents et cours d'eau pour promouvoir aujourd'hui des sources d'énergie renouvelables. À cela s'ajoute également l'exploitation des ressources en biomasse pour développer l'hydrogène vert. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que toutes ces richesses, en tout cas, ne parviennent pas ou bien ne soutiennent pas jusque-là cette transition énergétique du continent? Merci Daouda. Vous mettez le doigt sur un point qui est très important et je pense que ce constat-là est partagé. Je faisais référence à l'agenda national de transformation dans les préludes où le président Diomaye présente les principaux défis auxquels le Sénégal fait face. Il met en avant ce problème-là et le diagnostic qu'il fait, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un modèle économique extractiviste
où on a recours à l'Afrique pour utiliser ces matières premières et les exporter, les transformer ailleurs et les utiliser ailleurs, plutôt que de développer des chaînes locales de transformation et de valorisation. On a beaucoup d'exemples comme ça. Le cobalt, vous en avez parlé, au Congo, aujourd'hui, on fait des téléphones avec, on fait des ordinateurs, des voitures électriques, et pourtant, on peine à avoir ces ressources-là. Un autre point qui est très intéressant si on le met en lien avec le financement, et c'est justement un point que l'on développe dans une étude qui va être publiée dans 2 jours par Oxfam sur le financement de la transition énergétique, c'est que souvent le coût du capital pour financer les projets d'infrastructure énergétique est extrêmement élevé en Afrique, pas forcément ailleurs. Par exemple, si on prend l'exemple du solaire, il est 3 à 7 fois beaucoup plus cher de développer des infrastructures solaires en Afrique par rapport à la Chine ou par rapport aux Pays-Bas, alors que l'Afrique, le Sahel en particulier, regorge de soleil. Mais qu'est-ce qui justifie ce contraste-là? Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'aujourd'hui, le coût des installations ou bien des infrastructures-là soit plus élevé sur le continent africain qu'en Chine ou bien ailleurs? Ça dépend de plusieurs facteurs. Un facteur est que lorsque les investisseurs arrivent quelque part, ils investissent selon aussi la perception qu'ils ont des risques financiers qui sont liés à ce territoire-là. Et l'Afrique, malheureusement, est encore considérée comme un territoire très risqué en termes d'investissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour prêter de l'argent, pour financer des projets d'infrastructure, il y a beaucoup plus de coûts qui sont liés à ces investissements par rapport à ailleurs. Et vous le disiez tout à l'heure également, l'Afrique exporte beaucoup de matières premières pour en retour également importer beaucoup de produits manufacturés, c'est-à-dire ces matières premières sont transformées ailleurs pour aujourd'hui venir être revendues en produits finis sur le continent, ce qui appelle en tout cas à développer aujourd'hui ce qu'il conviendrait d'appeler cette industrialisation du continent. Mais pour développer une industrialisation, il faut également une énergie suffisante. Aujourd'hui, comment démêler ce quiproquo? Le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais une fois qu'on a l'argent, pour propulser le tout développement, c'est l'énergie. Il n'y a aucun territoire qui s'est développé, qui s'est industrialisé sans l'énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce débat-là sur la transition énergétique, sur le financement de la transition énergétique, il est extrêmement important parce qu'on ne cherche pas l'électricité pour avoir de belles lampes ou pour pouvoir recharger nos téléphones. On cherche de l'électricité, on cherche de l'énergie pour que le tailleur qui se trouve à Tambacounda puisse avoir une unité de transformation, coudre, avoir de l'emploi, produire de l'emploi, pour que les personnes qui sont dans les régions les plus reculées du Sénégal puissent avoir les moyens de développer de l'emploi et d'avoir des revenus suffisants. Donc l'énergie, après l'argent, si je peux me le permettre, est le nerf de la guerre. L'énergie est le nerf de la guerre, mais semble également être source de vie par rapport à tout ce, en tout cas, à quoi peut servir l'énergie, surtout pour le continent africain. Et Saliou, ce continent abrite 55% du cobalt, 47,65% du manganèse, du 21% également de graphite naturel, 5,9% de cuivre et 5,6% de nickel, 1% de lithium et 0,6% de minerais de fer au niveau mondial, mais leurs exploitations aujourd'hui sont laissées ou bien en tout cas sont confiées à des multinationales parce que nos États également souvent ne peuvent pas gérer ces phases d'exploration ou d'exploitation de ces ressources-là. Comment en tout cas relever selon vous ce défi-là de l'exploitation de nos ressources ou bien même d'aller de la phase exploration jusqu'à la phase exploitation de nos ressources naturelles? Permettez-moi de rebondir un peu par rapport à les réponses de Fadel. Allez-y. Je lui résume à 100% pour dire que l'énergie, c'est la clé du développement. Donc, tant que les pays n'ont pas une certaine maîtrise ou bien une certaine autosuffisance énergétique, leur développement risque d'être compromis. Donc, je pense que c'est tout à fait ça. Tant que nos pays n'ont pas une certaine politique ou bien une certaine aisance par rapport à leurs besoins en énergie, leur développement reste ou bien serait compromis. Pour revenir à ta question, je dirais que voilà, on a les ressources. L'Afrique est pleine de ressources. Mais comment on doit faire pour essayer de tirer bénéfice de ces ressources? Des fois, nos États nient des conventions ou bien des contrats avec des pays étrangers. Et toutefois, on ne décèle pas ce qui est opportunité pour que nos pays puissent en tirer bénéfice. Par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, avec le concept qu'on a eu à élaborer ici, le contenu local,
ou bien le transfert de technologie, ce serait une bonne chose que pour l'exploitation de tous ces minéraux-là, pour sur un temps donné que l'Afrique puisse arriver à lui seul gérer ses propres ressources, qu'il puisse développer ou bien exploiter ses propres ressources, si à travers ces contrats qui lient l'Afrique avec ses entreprises. Et on reste avec un point important, Saliou, que vous êtes en train de soulever, à savoir le transfert de technologie. On reste aussi avec l'exemple du Sénégal que vous avez donné. D'ailleurs, dans le cadre de l'exploitation aujourd'hui des ressources comme le pétrole ou le gaz sénégalais, les autorités également, pour accompagner aujourd'hui ce transfert de technologie-là, ont mis en place des écoles et instituts publics aujourd'hui où les formations sont plus orientées aujourd'hui vers ces questions-là liées au pétrole et au gaz, ce qui constitue un exemple aujourd'hui des transferts de technologie dont vous parlez. Allez-y, je vous laisse poursuivre. Tout à fait. Ça va permettre dans le temps de permettre à notre pays de s'auto-prendre ou bien de prendre en charge de lui seul toutes ces problématiques ou bien toutes ces infrastructures gazières ou bien d'exploitation de ces minéraux. Donc je pense que ça serait une bonne opportunité pour nos États qu'ils exigent à travers les contrats qui les lient avec les étrangers le transfert de technologie. Parce que sans ce transfert de technologie, nous resterons toujours dépendants de l'investissement des étrangers, mais aussi des savoirs ou bien des connaissances étrangères. Donc pour nous, pays africains, pour prétendre atteindre notre autosuffisance en énergie, il serait important d'investir dans le renforcement des capacités, mais aussi permettre ou bien d'avoir une certaine politique qui nous permette de transférer les technologies vis-à-vis de certaines expériences qui nous lient avec notre pays. Et comment davantage promouvoir également, Saliou, ce contenu local dont vous parliez tout à l'heure? Bon, le contenu local, il faut l'entendre par rapport à l'intérêt national. Parce que les projets qui existent au niveau de notre pays sont des projets qui sont financés par des puissances étrangères. Et c'est eux aussi qui exécutent ces projets. Il n'y a pas d'opportunité qu'on laisse au niveau du secteur privé, au moins d'avoir quelque chose par rapport à ces projets. À travers le contenu local, on offre un cadre qui va venir donner un coup de main à notre secteur privé qui existe déjà, pour lui donner quelque chose par rapport à ces marchés ou bien ces contrats ou bien ces industries qui existent au niveau de notre territoire. Et ça, je pense que c'est une politique très favoritisme, mais qui est nécessaire pour notre pays pour essayer de booster le secteur privé, mais aussi d'essayer de donner garant au financement national qui existe au niveau de nos pays. Une forme de discrimination positive pour davantage soutenir aujourd'hui le secteur privé national ou les secteurs privés nationaux au niveau de ces pays africains. Et j'en viens à vous, Fadel, aujourd'hui. Si on reste sur cette question-là dont on parlait tout à l'heure, comment également davantage soutenir là ce secteur privé national ou ces privés nationaux-là pour davantage, en tout cas, à ce qu'ils puissent aussi relever ce défi-là de financement de la transition ou bien d'accompagner ce financement de la transition énergétique? Alors, il y a différentes choses. La première sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que on est en train de parler d'économie, et il faudrait que ces projets qui sont développés par le secteur privé soient des projets qui soient profitables à ce secteur privé-là et qui soient profitables à l'État, tout autant que les projets qui sont développés par le secteur privé international sont profitables pour les investisseurs internationaux. Parce que je vous parlais tout à l'heure de l'étude qu'Oxfam va publier sur le financement de la transition énergétique. Parmi les alternatives qu'on voit à une dépendance extrêmement forte au financement du secteur privé international, parmi ces alternatives, donc, on voit le fait d'encourager des modèles communautaires de production et de gestion de l'énergie. Il y a des exemples qui ont été développés sur le territoire. Il y a, par exemple, Enda Energy a développé des exemples à travers l'initiative Progrelais. Mais il y a des défis pour ces initiatives-là. Non seulement il n'y a pas un soutien politique fort pour encourager ces initiatives, il n'y a pas un soutien financier fort, et ensuite il y a des difficultés pour créer une économie d'échelle de telle sorte que ces projets soient rentables. Donc il faudrait, pour moi, pas seulement pour moi, pour l'entreprise, l'organisation que je représente, développer une politique de contenu local qui met en lien en fait tous les acteurs concernés, étatiques et non étatiques, pour réfléchir sur comment on peut mettre à l'échelle ces initiatives-là afin de créer des alternatives justes. Et qu'aucune partie également ne soit lésée
lésés aujourd'hui dans le cadre du financement de cette transition-là. Et aujourd'hui, est-ce que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure aussi ne renvoie pas à autre chose, à savoir la question d'une meilleure gouvernance de nos ressources naturelles et autres ressources minérales dont disposent les pays du continent africain? Je pense que vous avez raison. On parle de la question de la gouvernance des ressources naturelles. Encore une fois, je réfère à l'agenda national de transformation qui est peut-être le référentiel le plus important de l'État. Et je pense que cette question de gouvernance fragile a été mise en exergue de manière très importante. Aujourd'hui, il y a des institutions comme l'ITIE, par exemple, qui travaillent sur la gouvernance des industries extractives. Il faudrait aussi qu'il y ait une meilleure gouvernance au niveau des services étatiques. Il faudrait qu'il y ait une meilleure collaboration avec les acteurs non étatiques, comme les acteurs de la société civile, parce qu'on a vu dans beaucoup de pays à l'international que les organisations de la société civile ont été très proactifs quand il s'agit, lorsque les contrats qui sont liés au secteur des ressources naturelles ont été disponibles pour faire la revue. Ces organisations ont été très proactives et très utiles pour voir si les négociations qui ont été faites ont été avantageuses ou pas. Et d'ailleurs, ces acteurs des OSC ont même beaucoup contribué, pour ce qui est des contrats dont vous parlez, ont beaucoup contribué à faire respecter en tout cas la transparence dans ces industries extractives et autres en tout cas exploitations de nos ressources naturelles. Exactement. Mais l'autre point que je voulais dire, c'est que tout ne se passe pas au niveau national. Je pense que parfois, ce qu'on constate en travaillant dans une organisation internationale, c'est que parfois on est très focus sur les enjeux au niveau national, alors que parfois les dés sont pipés avant. Lorsqu'on parle, par exemple, tout à l'heure, on parlait du fait que le solaire est beaucoup plus difficile les infrastructures énergétiques. Beaucoup plus cher en Afrique que dans d'autres pays. Ce n'est pas quelque chose qui est du ressort du Sénégal, qui n'est du ressort de l'Afrique. C'est en fait dans l'architecture, la gouvernance économique internationale, qu'il y a des règles qui changent, qui pose des défis structurels pour les pays africains afin qu'ils ne se développent pas. Donc, il ne faudrait pas seulement s'intéresser... Est-ce que cela ne doit pas inviter Fadel à réformer cette gouvernance économique mondiale, si l'on sait que depuis plusieurs années également, c'est ce qu'exige ou bien c'est ce que revendiquent même les chefs d'État africains, à savoir une meilleure équité et une meilleure justice à travers le monde, surtout pour ce qui est de cette gouvernance économique mondiale? Absolument, Daouda. Vous avez raison sur toute la ligne. Je pense que c'est un plaidoyer important et l'un des principaux points qu'on encourage dans la recherche qui va être publiée encore une fois, c'est justement que les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques s'intéressent à ces espaces internationaux où se déroulent les négociations sur le devenir du monde. On parle de la COP, bien entendu, on parle de la conférence sur le financement du développement durable qui va se passer bientôt en Espagne. On parle en ce moment de la UN Tax Convention, la convention fiscale des Nations Unies, plein d'espaces où on est en train de décider de l'avenir du monde et les Africains y sont faiblement représentés. D'où l'importance pour ces Africains d'être présents à ces rencontres pour mieux défendre les intérêts de l'Afrique et des Africains. Et selon vous, Saliou, comment maximiser aujourd'hui ces avantages-là financiers de développer en tout cas ces minerais-là essentiels pour financer la transition énergétique? Déjà, il faut le voir au niveau international parce que déjà l'architecture financière internationale est très favorable aux projets qui ont un point ou bien qui ont en relation avec les énergies renouvelables. Donc tant que l'Afrique a la volonté de transiter vers une énergie renouvelable juste, il y aura forcément des financements qui vont l'accompagner. Au-delà même des financements qui sont issus des pays étrangers, il y a d'autres mécanismes de financement qui existent, comme les fonds verts, climat, ça existe. Il y a aussi les green bonds, qui sont des fonds, sont des mécanismes de financement qui existent, qui pourraient permettre à nos pays de développer notre transition énergétique, mais aussi de tourner le dos au financement qui exerce une pression criarde sur notre besoin ou bien sur notre situation financière en termes de dette. Donc, il y a d'autres opportunités de financement que nous, en tant qu'Africains, on pourrait intégrer par rapport à notre transition énergétique. Et sur ces mécanismes de financement-là, même un pays comme le Sénégal, en tout cas, fait beaucoup de progrès dans le domaine. On a aujourd'hui le CSE, par exemple, le Centre de suivi écologique, qui fait partie des organismes accrédités. Dernièrement également, le Crédit Agricole, la Banque Agricole également a réussi son accréditation. Le Fonds 6, si je ne me trompe aussi, c'est en cours aujourd'hui pour s'accréditer. Autant de mécanismes, en tout cas, dont le Sénégal dispose ou va disposer pour mieux financer
en tout cas cette transition-là, ou bien pour mieux financer aujourd'hui ces questions liées au climat et aux effets du changement climatique? Tout à fait. On peut bel et bien expérimenter d'autres moyens de financement au niveau national. On peut même développer des partenariats publics-privés à l'image du Sénégal pour essayer de financer notre transition énergétique. En même temps, développer aussi des leviers de financement qui sont participatifs pour permettre à tout un chacun de participer à cette transition énergétique. C'est mieux vaut que de s'endetter au détriment des puissances étrangères. Ces modèles dont vous parlez, comment vous les voyez? Ces mécanismes de financement participatif aujourd'hui, vous les voyez comment? Bon, les mécanismes de financement participatif peuvent mobiliser l'ensemble des ressources au niveau national. Si on a un projet d'électrification au niveau, par exemple, d'une commune ou bien d'un village, on peut appeler à ce que les communautés ou bien l'ensemble des entreprises qui sont intéressées puissent parcourir ou bien soumettre leur proposition par rapport à la réalisation de ce projet. Donc cette réalisation ou bien ce joyau qui va prendre jour, qui va naître de cette action, sera un bien que l'État du Sénégal va posséder ou bien du moins un Sénégalais va posséder. Ce sera tout à fait le contraire de ce qu'on est en train de voir, parce que l'ensemble des infrastructures qu'on voit au Sénégal, ça appartient à des privés. Le secteur de l'énergie est beaucoup investi par les puissances ou par les investisseurs étrangers, et c'est eux qui contrôlent tout, par exemple, ce qui se passe au niveau du secteur privé en termes d'énergie. Donc mieux vaut ouvrir le secteur à travers un financement participatif pour permettre aux entreprises, pour permettre au secteur privé, ou permettre aussi à d'autres acteurs de s'initier au niveau de ce secteur et essayer de maximiser nos chances. Et par rapport à cela, Fadel, comment miser aujourd'hui sur ces potentiels dont dispose le continent pour financer sa transition énergétique? Alors, moi, Parce que lui, il a donné un exemple, à savoir un modèle de financement participatif qu'il a essayé de nous expliquer. Selon vous, aujourd'hui, par quelle autre alternative ces potentiels énergétiques du continent peuvent servir à financer, en tout cas, sa transition? Alors, j'aimerais d'abord réagir sur ce qu'il dit, parce que je m'aligne totalement à ses propositions, surtout quand ça vient de Salut, parce qu'il travaille pour une organisation qui est très enclavée localement, qui travaille avec les communautés, qui connaît leurs besoins et leurs aspirations. Donc, je m'aligne totalement au fait qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir davantage au financement participatif et à quelle forme ça devrait prendre. Mais je pense que cette émission est aussi une occasion d'appeler les chercheurs, les enseignants-chercheurs, l'université à réfléchir sur cette question. Parce qu'on a beaucoup réfléchi sur l'économie sociale et solidaire, mais accolé à la transition énergétique, pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça des experts là-dessus. Et je pense qu'en fait, c'est une niche pour laquelle ces espaces de savoir-là, que sont les universitaires, que les think tanks, pourraient nous aider à développer les solutions. Parce qu'il faudrait dire la vérité, toutes les solutions ne sont pas sur la table. Certaines doivent être cherchées. Et il faudrait accompagner vous abordez ça. Un point très important, Fadel. On voit sous d'autres cieux, par exemple, que ce soit dans les pays occidentaux ou ailleurs aujourd'hui, on mise beaucoup sur la recherche, on mise beaucoup sur la prospection, ce qui n'est pas forcément le cas sous nos cieux. Donc, est-ce un appel à davantage renforcer la collaboration entre les universités, à savoir les instituts de recherche, les think tanks et autres organisations de la société civile et les pouvoirs publics? Absolument, absolument, Daouda. C'est dans cet effort-là que justement la cérémonie de lancement de l'étude sur le financement de la transition énergétique, Oxfam le fait avec l'Institut des sciences de l'environnement, qui est un institut de l'université Cheikh Anta Diop, parce que nous pensons, enfin ces deux institutions pensent qu'il faudrait une collaboration beaucoup plus renforcée entre la société civile, entre l'État et l'université pour développer ces points-là. Il y a malheureusement des défis, là encore, structurels qui sont très importants et trop larges pour qu'on les aborde sur ce plateau-là, qui expliquent pourquoi en fait la recherche n'est pas assez développée sous nos cieux. Mais malgré cela, il y a des initiatives comme ce que nous lançons avec l'Institut des sciences de l'environnement qui prouvent que ça peut être fait et nous devons investir ce chantier tout simplement. Un modèle de collaboration, en tout cas un beau modèle de collaboration entre acteurs de la société civile et instituts de recherche comme l'Institut des sciences de l'environnement. Saliou, réussir une transition énergétique juste nécessite également un changement de modèle de financement de l'énergie en Afrique, c'est-à-dire rompre avec cette dépendance dont on parlait vis-à-vis des financements étrangers. Pas une rupture totale, mais en tout cas, essayer de voir comment davantage prôner en tout cas des mécanismes de financement qui nous soient endogènes. En ce sens, comment ces modèles énergétiques comme modèle communautaire dont vous parlez et dont aujourd'hui Fadel a parlé tout à l'heure, offrent-ils aux pays africains des alternatives viables de financement de leur transition?
Vous avez donné tout à l'heure l'exemple d'un modèle de financement participatif. Comment ça offre une alternative fiable aujourd'hui de financement de la transition? Bon, même au-delà, à travers l'étude que l'Oxfam a déjà eu faire sur le financement de la transition énergétique, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils ont présenté comme solution un financement qui va être renvoyé au niveau des communautés. Parce que sans les communautés, peut-être on ne peut pas réussir notre transition énergétique. Parce que si on voit, par exemple, les collectivités territoriales, la majeure partie, ils crient au fait qu'ils n'ont pas accès aux fonds pour essayer de dérouler leur politique. Et je me dis que quand on dit qu'on doit associer les communautés au niveau du financement de la transition énergétique, nécessairement, ça m'a fait réfléchir ou bien ça me rappelle les besoins des collectivités territoriales en termes d'accompagnement, en termes de finances. Parce que quand on les associe à travers notre politique d'avoir l'autosuffisance en énergie, ou bien d'avoir l'atteinte universelle à l'énergie, ça serait une bonne chose pour eux aussi de les capaciter ou bien de les renvoyer des parts de financement pour eux-mêmes qu'ils puissent matérialiser ça en projet qui va prendre en compte leur communauté. Ce qui invite à un modèle, en tout cas, de financement assez inclusif et participatif. On reste sur ces alternatives-là au financement de la transition énergétique. Comment est-ce que cela peut contribuer à renforcer ces économies locales et garantir la souveraineté énergétique dans ces pays? Si, parce que ce modèle sera un modèle de proximité. Alors que la proximité avec les communautés, ou bien toute politique, ou bien tout projet, cherche à améliorer les conditions de vie des communautés. Donc avec ce modèle de financement qui intègre les communautés, ce modèle sera un modèle de proximité. Tant qu'on a un modèle de proximité, on espère avoir des résultats qui auront un grand impact. Des résultats axés sur l'humain et qui mettent en avant ces communautés. Je rappelle que nous recevions M. Mohamedou Fadel Diop. Vous êtes chargé du programme Justice sociale à Oxfam. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci Daouda. Et ça a été un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Plaisir partagé, Dada. Et merci également. En face de vous, nous avons M. Saliou Mbeng. Je me suis trompé à l'entame en vous donnant le nom de famille Samb. C'est plutôt Saliou Mbeng. Vous êtes chargé de programme à Terang Lab, appelé la Fabrique citoyenne et écologique. Merci encore, Saliou, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Dado. C'est un plaisir de partager aussi avec Fadel. Vraiment, on a beaucoup appris à travers ça. Plaisir partagé. Nos téléspectateurs, nous l'espérons, ont également beaucoup appris de cette émission. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.